Caroline Yadan, bonjour et bienvenue. Bonjour. Eh bien, c'est parti pour la réforme des retraites. L'opinion la rejette, les sondages sont clairs. Est-ce que cette réforme n'est pas trop brutale, compte tenu de la période que traversent les Français avec l'inflation, etc. ? Je pense que cette réforme est nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie et de responsabilité. Elle ne date pas d'hier en termes de réflexion et elle est fondée sur quelque chose de très concret qui est un rapport du corps, qui est un rapport d'un organisme fait de spécialistes, fait d'experts. Je vous rappelle que le corps, il est composé d'administrations, de parlementaires, d'experts, de partenaires sociaux, d'associations qui se penchent sur le problème depuis un certain nombre d'années. Et qu'est-ce que vient nous dire le corps ? Il vient nous dire, eh bien, si on continue comme ça, en 2030, il y aura une faillite de notre système de retraite, en tout cas 25 milliards d'euros de déficit. On pouvait peut-être attendre un an ou deux, sortir de la crise. Mais le problème, c'est qu'on peut toujours attendre. Mais dès qu'il y a ne serait-ce que la pensée d'une réforme des retraites, alors tout le monde est vent debout, tout le monde est descendu dans la rue. Simplement, un rappel historique quand même qui est nécessaire. On est en 1945. En 1945, on est à une espérance de vie de 65 ans. Et 65 ans, c'est exactement l'âge de la retraite. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'à l'époque, on partait en retraite et on avait peu de chances de vivre longtemps. Depuis 45, les choses ont changé. On a gagné 15 ans d'espérance de vie. La retraite est passée de 65, même de 67 ans à un moment donné pour arriver à 62 ans. On avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on a 1,7 cotisants pour un retraité. Donc, de deux choses l'une. Soit on continue comme ça, mais il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir qu'on n'a pas plusieurs solutions. Oui. Soit on baisse les pensions, ça n'est pas possible. Soit on augmente les cotisations, c'est pas souhaitable. Soit on augmente l'âge de la retraite. L'espérance de vie n'est pas la même pour tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas encore un effort à faire sur les carrières longues et sur la pénibilité ? Vous, les parlementaires ? Mais ça fait, si vous avez entendu Elisabeth Borne hier, la pénibilité et la prise en compte des carrières longues fait partie du programme. La pénibilité, c'est d'abord la possibilité de reconversion grâce à un congé pour bénéficier d'une formation. C'est la possibilité d'envisager des départs anticipés. C'est la possibilité d'un suivi médical renforcé et la création pour ça, quand même, d'un fonds d'investissement d'1 milliard d'euros axé sur la prévention. Donc c'est aussi c'est une mesure nécessaire parce que le corps, parce que tout ce que je vous ai expliqué, et d'ailleurs on est le seul pays aujourd'hui en Europe à travailler aussi peu, que ce soit partout ailleurs, voilà. Même s'il y a beaucoup d'exceptions pour les femmes, pour les métiers pénibles. Mais quand vous prenez l'Espagne, la Belgique, la Suède, on est à 65 ans, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Portugal, 66 ans, l'Italie, le Danemark, 67 ans. Il y a sans doute des exceptions, mais il y en aura aussi ici. Les carrières longues seront prises en compte. Alors il y aura un premier jour de grève, le 19 janvier. On entendait hier des leaders de gauche dire à l'Assemblée, ça sera la ZAD, la zone à défendre. Moi, je pense que ce sont des paroles d'irresponsabilité. Et je pense que c'est inacceptable venant d'élus de la République. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent ? Lorsqu'ils nous disent ça, ils nous disent, eh bien, on va accepter, voire on va inciter à envahir. Parce que faut voir un petit peu ce qu'il y a derrière ces mots irresponsables. Comme on a connu au Brésil ou sous Trump le Capitole, eh bien, ils viennent nous dire, eh bien, ce serait en quelque sorte légitime d'aller envahir l'Assemblée nationale pour protester contre les retraites. Et ça fait partie, de toute façon, du discours révolutionnaire et factieux de l'extrême gauche. Mais c'est inacceptable. Alors, votre autre actualité, c'est que le groupe d'études sur l'antisémitisme va se mettre en place à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national voulait le présider. Vous pouvez nous garantir que ça ne sera pas le cas ? Non, ça ne sera pas le cas. Je vous le garantis, ça ne sera pas le cas. Il l'avait préempté pourtant oui, dans la distribution. Il l'avait préempté, il l'avait voulu, on s'y était fermement opposé, évidemment. On ne va pas laisser un parti d'extrême droite préempter un groupe contre l'antisémitisme. Mais ce groupe-là, il est aujourd'hui essentiel parce que il faut faire un constat qui est un constat malheureusement terrible du fait que ce fléau non seulement continue d'exister, mais continue à se développer. On a eu 74% d'augmentation des faits, des agressions antisémites en 2021. Ces agressions antisémites et cet antisémitisme représentent la moitié des actes racistes pour 1% de la population. Il faut le dire, il faut le répéter. Aujourd'hui, l'antisémitisme tue. On tue des juifs en France
parce que juif. Et il y a un sondage, une étude qui était parue l'année dernière assez intéressant de Fondapol et de la JC. Ce sondage venait nous dire que l'antisémitisme était particulièrement répandu parmi les électeurs de LFI et du RN. Aujourd'hui, il y a certains quartiers qui se vident de ces juifs. Il y a certains quartiers comme la Seine-Saint-Denis où il n'y a quasiment plus de juifs, où on ne se balade plus avec une kippa sur la tête. Et l'antisémitisme aujourd'hui, et c'est aussi ce qu'il faut dire, est un antisémitisme islamiste qui se fonde sur de l'antisionisme. Donc c'est vraiment, et comme l'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron lors de son discours en 2017, je crois, l'antisionisme est la forme réinventée de l'antisémitisme. Quelles seront les premières actions de ce groupe d'études? Vous serez, je crois, à la vice-présidence, enfin, il y aura une équipe de direction. Quelles seront vos premières actions? Je pense qu'il faut d'abord, alors on n'a pas fixé encore de feuille de route, on ne s'est pas encore réunis pour être, voilà. Moi, mon idée, c'est d'abord de dire les choses, de répéter les choses et de pointer aussi les responsabilités. Dire les choses, c'est comme je viens de vous le dire tout à l'heure, l'antisémitisme aujourd'hui est un antisémitisme aussi et beaucoup celui qui tue aujourd'hui est l'antisémitisme islamiste, que on se sert de la comparaison avec la Shoah pour lorsqu'on parle d'Israël. On renverse l'histoire. On renverse. Vous savez, comme l'a dit Jean Kelevitch, si les Juifs sont des nazis, ils méritent leur sort. Donc, en quelque sorte, on légitime les agressions contre les Juifs. Je veux dire, lorsque Ercilia Soudé tweet ce qu'elle a tweeté par rapport à un terroriste qui s'appelle Salah Hamouri, qui a été expulsé, comme nous, on a expulsé l'imam Iqwisten de France, il a été expulsé parce qu'il menaçait l'ordre public israélien, et lorsqu'elle qualifie cette expulsion de déportation, je dis qu'il y a là un problème et que ça rejoint aussi un antisémitisme profond ancré dans l'extrême gauche et qu'il est temps de le dire, de le répéter. Et si on ne pointe pas ses responsabilités, on se voile la face, surtout lorsqu'on est allié de la NUPES. Quant à l'Assemblée nationale, des élus de gauche et d'extrême gauche déposent une résolution disant qu'il y a l'apartheid en Israël. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? En fait, on est face à cette propagande-là. Justement, cette résolution est très révélatrice de ce qui se passe dans cette idéologie d'extrême gauche, où on vient nous dire non, on n'est pas antisémite, mais en même temps, on est face à une propagande qui consiste à assimiler un pays et tout un peuple, voire tous les juifs du monde, à la politique d'un État. Aujourd'hui, on remplace sale juif par sale sioniste, et c'est beaucoup plus confortable. Donc on est face à cette idéologie-là que moi je dénonce depuis très longtemps, qui est juste inacceptable. Et je redis que cette extrême gauche-là flirte dangereusement avec l'antisémitisme. Quand on tweete sur la Shoah sans indiquer le mot juif, quand on reçoit Jérémy Corbyn, quand on manifeste avec les pires islamistes, et que on coud des étoiles jaunes aux enfants juifs dans les manifestations, lorsqu'on dit mais Mohamed Merah, c'est bateau, tout ça. Justement, quand un individu parade avec un maillot de foot floqué du nom de Mohamed Merah à Toulouse, qu'est-ce que peut faire l'Assemblée ? D'abord, il faut qu'une enquête soit diligentée et que ce sombre personnage soit immédiatement condamné. Ce que peut faire l'Assemblée directement sur cette affaire, évidemment dénoncer, évidemment dire que c'est inacceptable, et ce de manière générale. Tous les députés, moi j'ai pas vu Jean-Luc Mélenchon tweeter par exemple sur l'hommage à l'hypercachère. Je l'ai pas vu prendre position sur ce maillot-là. Lorsqu'il s'agit de prendre position fermement contre l'antisémitisme et contre cet antisémitisme islamiste, l'extrême gauche est aux abonnés absents, et c'est aussi ça que nous voulons dénoncer. Dieudonné demande pardon dans une interview à Israël Magazine. Ruse ou rédemption ? Blague. Vous n'y croyez pas ?
Alors, je n'y crois pas une seconde. C'est pas la première fois d'ailleurs. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que tout ça, c'est de la mauvaise com. Je pense que c'est du marketing, du sombre marketing. Il faut quand même se rappeler que Dieudonné a fait l'objet, alors je les ai pas en tête, mais je crois qu'on est à près de 20 ou 25 condamnations pour injures racistes, pour propos négationnistes, pour apologie du terrorisme. Et néanmoins, il se produisait en Suisse il y a quelques jours. Mais c'est insupportable, la liste est longue. Dieudonné, c'est Shoshana, pardon. C'est la mise en scène avec un déporté juif du prix de l'infréquentabilité à Forisson. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le pire antisémite ami d'Alain Soral. Donc, je pense qu'il s'agit d'une campagne de communication très, très, très malvenue. Et moi, je ne comprends même pas qu'on a pu lui laisser la parole. Alors, vous revenez aussi d'un voyage en Israël avec d'autres parlementaires. Est-ce que vous avez senti là-bas un virage à droite net du pouvoir et du pays ? Alors, je pense, alors on l'a pas encore senti, c'est-à-dire qu'on était au courant, évidemment, on s'est rendu à la Knesset, c'était vraiment un voyage qui faisait découvrir aux parlementaires qui ne connaissaient pas Israël dans toutes ses facettes, donc dans tous ses aspects, l'aspect politique, géostratégique, économique, sécuritaire, historique, etc., sur évidemment le conflit, et on s'est rendu à la Knesset, et en fait, lorsqu'on s'est rendu à la Knesset, on est arrivé à un moment où il y avait une députée voilée, donc qui faisait partie du parti islamiste à la Knesset, mais en même temps, donc, qui discutait assez méchamment, faut le dire, mais peut-être pas plus qu'en France, avec un député du Likoud. Et puis, la Knesset était présidée par un président qui lutte pour les droits LGBT, qui a 2 enfants avec son compagnon. Donc, on était dans une espèce de démocratie vivante in visu, où, en fait, la démocratie donc est en action, et surtout, on se rend compte, et je pense que là, les parlementaires en ont pris conscience, que pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi on est arrivé à cette coalition ? Parce qu'on est dans un système de mode de scrutin particulier. Trop proportionnel. La proportionnelle intégrale. Ça paralyse. Alors, le pendant, c'est qu'il y a 70% quand même de participation au vote des Israéliens, donc ils sont très actifs dans leur vote, mais que lorsqu'on compare par exemple avec la France, les extrêmes au niveau du pourcentage des votes sont moins importants mais indispensable à des coalitions. Mais malheureusement, indispensable à des coalitions. Quand vous voyez Ben Gvir, le nouveau ministre de la Sécurité, sur l'esplanade du Temple, vous vous dites provocation, c'est pas le moment, ou au contraire, il affirme bien son identité politique ? Non, je me dis qu'il pouvait s'en passer, évidemment. Il aurait pu ne pas y aller, et ça aurait été bien, surtout au départ, comme ça, d'y aller. Je dis aussi que les lieux de culte ne doivent pas être réservés à une catégorie de population, et notamment les musulmans, que les lieux de culte juifs sont ouvert à tous, et que ça devrait être le cas, et que ce n'est pas normal que ça ne soit pas le cas pour l'esplanade du Temple, qui est aussi un lieu sacré juif. Caroline Yadan, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux, et demain votre invité Christophe, ce sera Julien Drey, l'ancien conseiller de François Hollande.